Xavier Moreau, bonjour. Bonjour, bonjour Slobodan. Nous sommes encore au bénéfice de l'universalité de l'Internet, donc nous pouvons parler entre l'Europe de l'Ouest et la Russie, puisque vous vous trouvez à Moscou. Et vous êtes aujourd'hui, on peut le dire, dans le domaine francophone, le commentateur des événements, peut-être le plus suivi, euh, euh, l'un des plus suivis en tout cas, parce que vous, dans votre chaîne Stratpol, vous donnez chaque semaine, et même quelquefois plusieurs fois par semaine, dans votre bulletin vidéo sur YouTube, vous donnez un aperçu des événements qui agitent la planète et qui se passent aujourd'hui en Ukraine, mais également de tout ce qui se passe dans la sphère russe, d'un point de vue qui est celui, non pas des Russes, mais celui d'un Français qui est établi en Russie, qui connaît les affaires de la géopolitique et les affaires militaires et qui a la compréhension, puisque vous êtes depuis 20 ans en Russie, la compréhension du point de vue russe. Est-ce que je vous ai bien présenté? Je n'aurais pas dit mieux moi-même. Voilà. Bien. Vous avez publié récemment un livre qui, semble-t-il, se vend très bien, qui est le livre noir de la gauche française. Oui. Nous allons en parler dans un petit instant. Et puis, vous aviez publié, je crois, en 2015 ou 2016, aux éditions du Rocher, voilà, le livre sur l'Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. On ne peut pas dire qu'elle ait corrigé sa trajectoire. Non, effectivement, elle a persévéré dans ses erreurs. Donc, votre livre n'a pas été suffisamment lu dans les chancelleries. Non, pourtant, je me souviens, j'en avais fait un lors d'un passage à Moscou au vice-ministre des Affaires étrangères à l'époque de François Hollande. Voilà. Il m'avait promis de le lire. Et parce que justement, je lui expliquais que, puisqu'il parlait des accords de Minsk, qu'il a donné une conférence devant les Français, je lui expliquais que la Russie n'était pas partie prenante des accords de Minsk, mais observateur, comme l'OSCE, et que les accords de Minsk étaient signés entre les deux républiques de Donetsk et de Lugansk et Kiev, en fait. Et donc, et que si l'on regardait attentivement les accords de Minsk, il y avait des points à une chronologie et que ce n'était pas du tout la Russie qui ne respectait pas les accords de Minsk, mais que c'était Kiev. Et le débat n'a pas changé durant ces 7 dernières années et a abouti, à cause d'Emmanuel Macron, on pourra peut-être en reparler, à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Situation qui donne lieu évidemment à des interprétations complètement opposées sur les causes, les racines du conflit et les responsabilités du conflit. Vous venez de souligner le fait qu'on avait un protocole de normalisation en Ukraine qui en plus était patronné donc par la France et l'Allemagne et que la partie ukrainienne n'a jamais même envisagé d'appliquer. On s'en rend compte maintenant. Ça, c'est disons le cadre, c'est le cadre diplomatique et le cadre politique de cette dérive aujourd'hui. Donc, on avait un protocole avec des garants extérieurs, et ni les garants ni ceux qui étaient chargés de l'appliquer ne l'ont appliqué. Mais ce qui m'intéresse, c'est que en Occident, il est maintenant très très difficile même de parler de manière rationnelle des raisons de cette opération spéciale russe en Ukraine, mais on entend les Russes très souvent dire que le plus important pour eux, c'est de dénazifier l'Ukraine. Donc, je rappelle que les arguments de Vladimir Poutine, c'était la démilitarisation de l'Ukraine, la dénazification de l'Ukraine et sa neutralisation, c'est-à-dire il s'agissait de l'empêcher de rejoindre l'OTAN ou quelque alliance que ce soit. Cette dénazification et cette rhétorique anti-nazie est perçue en Occident comme un simple argument, un alibi de propagande, disons, de la Russie, alors que du côté russe, on affirme qu'il s'agit d'un danger vital pour les populations d'Ukraine, russophones d'Ukraine, et de manière générale pour la Russie. Et où se trouve, disons, l'indicateur, le bon curseur de la vérité entre ces deux affirmations extrêmes? En fait, si vous voulez, il y a évidemment des nazis en Ukraine. Ils étaient en 2014 évidemment largement minoritaires. Il suffisait de regarder
la composition du Parlement, du Parlement ukrainien. Il y avait à l'époque le parti Svoboda qui était représenté, mais depuis les dernières élections, il n'y a plus aucun représentant ni de Svoboda, ni même de ces chefs de bataillon de représailles qui avaient réussi à se faire élire au lendemain de Maïdan, des gens comme Biletsky, comme Yarosh. Tous ces gens-là n'ont pas été réélus lors des dernières élections législatives. Donc, les ukronazis, ceux que j'appelle les ukronazis, ont été utilisés par les Occidentaux et par l'oligarchie kievienne pour prendre le pouvoir, pour la bonne et simple raison que pour faire la révolution, on fait ça soit avec des ultranationalistes, avec de l'extrême gauche solide, qui est capable de descendre dans la rue et de balancer des cocktails Molotov sur la police. En Ukraine, les seules forces disponibles, c'était les ukronazis. Si jamais il y avait eu des forces d'extrême gauche, l'OTAN ou les élites kieviennes, l'oligarchique, se seraient appuyés sur ces forces. Donc, il faut voir l'ukronazisme comme un instrument. Ce qu'on aurait pu espérer, c'est qu'après Maïdan, après avoir obtenu la victoire donc par la force, c'est un coup d'État, il faut le rappeler, les nouvelles élites qui ont été mises en place par l'Occident auraient abandonné la tendance ukro-nazie pour finalement exercer le pouvoir et continuer à piller le pays, comme ce qui a été fait depuis 30 ans en Ukraine. Et pourtant, ce n'est pas ce qui s'est passé, parce qu'en fait, les Occidentaux et les élites kieviennes se sont rapidement rendus compte qu'il y a toute une partie de l'Ukraine qui est liée à la Russie, je dirais historiquement et pour toujours. Donc il y a le Donbass, et là, ce n'est même pas des russophones, ce sont des Russes. Enfin, de manière plus large, disons que ce sont des Russes en partie d'adoption, puisque la Grande Catherine, pour peupler ces territoires, a fait venir notamment des Grecs et des Serbes. La ville de Slaviansk, par exemple, est symbolique de cette volonté de la Grande Catherine, une fois le Khanat de Crimée, qui contrôlait les territoires du Donbass, vaincu à la fin du XVIIIe siècle. Donc ces gens-là se considèrent comme russes, parlent russe, sont de culture russe, font vraiment partie du monde russe. Et vous avez ensuite un peu plus à l'ouest, donc toute cette partie du territoire ukrainien qui est à l'est de la diagonale, qui va de Kharkov jusqu'à Odessa, qui est également russe ou russophone. C'est très dur d'ailleurs de faire la différence. Et toutes les grandes villes qui ont été construites d'ailleurs sur ces territoires ont été fondées par l'Empire. Donc, si vous prenez par exemple Dniepopetrovsk, qui s'appelle maintenant Dniepro, le vrai nom, c'est Yekaterinoslav. Et il y a fort à parier que bientôt, elle s'appellera de nouveau Yekaterinoslav. Vous avez Odessa, a été fondée par la Grande Catherine et le duc de Richelieu. Donc toute cette zone-là est profondément russe, fait partie du monde russe. Et ça, c'était un problème pour les élites kieviennes qui se rendaient compte qu'à terme, même sans le Donbass, même sans la Crimée, le poids de cette petite Russie ou de cette nouvelle Russie pèserait tôt ou tard et amènerait le retour d'un pouvoir politique favorable à la Russie. Pas forcément pro-russe, mais tout à fait russo-compatible. Et donc, il a fallu trouver une solution à ça rapidement. Et la solution, ça a été de promouvoir l'ukronazisme dans toute l'Ukraine. Et donc, les programmes, non, il y a une persécution linguistique, donc qui interdit l'utilisation du russe dans l'enseignement, alors que l'Ukraine n'est pas du tout une langue scientifique, ni une langue littéraire, ni quoi que ce soit. C'est même pas une langue qui est stabilisée, malgré l'effort qu'ont fait les savants soviétiques dans les années 20, alors que le russe donne accès à la science, donne accès à une des plus belles littératures européennes. Donc, il fallait faire une rupture par rapport à ça, et ça a été fait dans les programmes scolaires, donc en combattant la langue russe et surtout en inventant un récit historique totalement délirant, faisant de Stepan Bandera et de Chouchkevitch des héros. Et eux, ce sont les véritables acteurs de l'ukronazisme, d'ailleurs des gens qui n'ont pas vraiment de gloire militaire à revendiquer. C'est ça qui est. Bandera était un terroriste, il a toujours été un terroriste. Chouchkevitch s'est battu sous l'uniforme allemand. Et à la limite, lui, au moins, je dirais qu'il a eu, il s'est battu. Mais là, si vous prenez par exemple la SS Galitzina, ils ne faisaient pas partie de la Waffen-SS. Ils étaient contrôlés par le Sicherheitsdienst, c'est-à-dire le service d'ordre de la SS. C'était des unités de répression de civils. Et les bataillons du Kronazi comme Nightingale, etc., étaient des unités de représailles. Ils ont été à l'origine des massacres de Polonais en Volhynie. Ils ont été à l'origine de la répression en Slovaquie, en Slovénie. Donc, il n'y a absolument aucune gloire à tirer de ces opérations militaires.
même s'il commémore la bataille de Brody, soi-disant, qui est arrivée au moment de la fameuse offensive soviétique Vol-Sandomir à l'été 1944, où ils n'ont servi absolument à rien. Et d'ailleurs, les Allemands qui les commandaient, j'ai oublié son nom, mais il a écrit ses mémoires, il disait qu'à la base, c'était un ramassis d'alcooliques et de paumés, quoi. Et d'ailleurs, si vous regardez en fait l'ukronazisme tel qu'il se présente dans l'Est de l'Ukraine, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, on a assisté à quelque chose de totalement incroyable, c'est-à-dire que les autorités kieviennes, avec la bénédiction et même les encouragements des Occidentaux, notamment de Washington, ont changé les programmes scolaires, empêché l'utilisation de la langue russe pour créer à terme ce que Vladimir Poutine a appelé lui-même une anti-Russie. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération d'enfants ukrainiens, c'est-à-dire qui habitaient sur les territoires ukrainiens, y compris dans le Donbass, qu'on allait élever dans la haine de la Russie, dans la haine de ce à quoi ils appartenaient. Et à côté de ça, ça a été jumelé, et là on le découvre au fur et à mesure des combats, par une ukraino-nazification de l'armée. C'est-à-dire que les cadres de l'armée ukrainienne ont été recrutés essentiellement dans les bataillons de représailles, et c'est-à-dire essentiellement dans des gens qui venaient de l'ouest de l'Ukraine, de Ivano-Frankovsk et de Lvov. Donc, c'est-à-dire des fanatiques, et qui fait que d'ailleurs, je pense que ça a été il y a eu plusieurs surprises dans ces opérations militaires. La première surprise, c'était une bonne surprise, c'est-à-dire que les Russes sont rentrés comme dans du beurre, sans rencontrer de résistance ni au nord ni au sud. La mauvaise surprise, c'est que je pense qu'ils comptaient sur une reddition massive d'une partie de l'armée ukrainienne, voire que l'armée ukrainienne se retourne contre les bataillons ukro-nazis, bataillons de représailles, et ça ne s'est pas produit parce que, en fait, comme je viens de le dire, les cadres ont été recrutés au sein de ces unités. Donc, alors, ça ne va pas tenir éternellement, notamment quand vous avez des gens de l'Est de l'Ukraine qui sont commandés essentiellement par des officiers qui viennent de l'Ouest, ça ne va pas tenir éternellement. Mais, par exemple, ça a provoqué quelque chose qui est que désormais, l'armée ukrainienne, qui est en tant que système coordonné de défense, n'existe plus depuis une semaine, la vérité. Et bien aujourd'hui, c'est enfermé dans des villes et prêt à se battre et à utiliser les civils comme barrière de protection. On le voit très bien à Mariupol. Mariupol, c'est une ville de 450 000 habitants. On estime qu'il y a entre 5 et 8 000 ukro-nazis sur place. Et eux, ils savent que de toute manière, si les Russes leur tombent dessus, ils seront soit tués, soit envoyés à Moscou, jugés, et ils passeront les 20-25 prochaines années de leur vie en Sibérie. Donc voilà ce qu'a fait. Voilà pourquoi Vladimir Poutine a tout à fait raison de parler de dénazification. Et la dénazification, c'est ça en fait, c'est-à-dire c'est l'extermination des bataillons de représailles. C'est le fait d'exiger de l'Ukraine qu'elle fasse une dénazification à peu près équivalente à ce qu'a fait l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a aussi une volonté de la Russie d'envoyer devant les tribunaux les responsables des massacres. Et ça peut aller jusqu'au président Poroshenko. Pas Zelensky, je pense, parce que Zelensky n'est qu'une marionnette prise entre Washington et justement ces groupuscules ukro-nazis. Mais par exemple, des gens comme Yarosh, comme Biletsky, comme Turchinov, surnommé le pasteur sanglant, qui a dirigé l'Ukraine jusqu'à l'élection de Poroshenko, jusqu'en mai, je crois, avril ou mai 2014. Ces gens-là, la Russie, un jour les retrouvera, les jugera, ou alors ils finiront comme Stepan Bandera. Ils ont trop de sang russe sur les mains pour que la Russie laisse ça impuni. Et je vous rappelle, Stepan Bandera a été, je crois, tué par le KGB. On était en 1960, je crois au début des années 60 ou la fin des années 50, enfin, quasiment 15 ans après la fin de la guerre. Donc, je pense que tous les bandéristes, tous les ukro-nazis le savent, et donc ça explique aussi pourquoi, même si aujourd'hui, en fait, en principe, Zelensky n'a aucune raison de continuer le combat parce que la guerre est perdue définitivement pour l'Ukraine, mais ils sont barricadés dans les villes, d'autant plus aisément à Mariupol que Mariupol, c'est encore une fois, c'est des habitants du Donbass. Donc, c'est des Russes, et que les ukro-nazis les considèrent comme des sous-hommes, comme des esclaves. Enfin, faut remonter à la littérature ukro-nazie du début du XXe siècle pour le comprendre, et ça n'a pas changé. En plus, il y a eu ces groupuscules comme autour de bataillon Azov qui ont donné le Nationalne Corpus. Il y a toute une espèce de pseudo-littérature, pseudo-scientifique qui rappelle beaucoup c'est ça, les âneries du XIXe siècle, qui a été entretenue. Alors, qui n'a pas beaucoup de succès en Ukraine. Je suis abonné à la chaîne YouTube Intermarium, je ne sais plus trop quoi, là, donc, qui est animée par
de figure mythique du bataillon Azov, Semeniaka, Oléna Semeniaka. J'ai vu qu'ils avaient sorti une vidéo le 23 février. Bon, évidemment, les Russes venaient de reconnaître les républiques autoproclamées, donc le ton n'était pas à la fête. Mais si vous voulez, vous regardez le nombre de vues, ça fait entre 50 et 150 vues. Donc, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui domine en Ukraine. Mais cela dit, et c'est l'argument des gauchistes français, des journalistes de gauchistes français, c'est de dire oui, mais de toute manière, ces gens-là ne représentent rien politiquement. Oui, et effectivement, si l'OTAN ne les avait pas mis au pouvoir, si l'OTAN ne leur avait pas donné les armes, ils n'auraient jamais rien représenté. Voilà. Mais aujourd'hui, ils représentent une force considérable, pas en nombre, mais parce qu'ils tiennent une partie de l'armée, ils tiennent les bataillons de représailles, et c'est eux qui représentent la force. Et visiblement, pour d'autres raisons également, parce qu'il y a de découvrir qu'il y avait des laboratoires qui travaillaient sur des virus, sur une guerre bactériologique, qui était financée par Washington. D'ailleurs, toute trace de ça a disparu du site internet de l'ambassade des États-Unis en Ukraine. Ouais. Il y a, paraît-il également, il y avait des travaux pour au moins arriver à une bombe sale nucléaire. Il y a eu des tas de choses qui ont été entreprises, et je pense que c'est ce qui a décidé Vladimir Poutine, dans la mesure où il a compris qu'il n'obtiendrait rien des Occidentaux en ce qui concerne l'application des accords de Minsk, de rentrer en Ukraine et de mettre fin à cette plaisanterie, de mettre fin en fait à ce qui a démarré en décembre 1991. Et Poutine finalement fait la même chose qu'ont fait les Ryurikides et ensuite les Romanov, c'est-à-dire de réunir les terres de la Rousse de Kiev. Voilà, c'est ce qui se passe en fait. Quand vous regardez ce qui se passe en Biélorussie, quand vous regardez ce qui se passe en Ukraine, Poutine est en train de réunir les terres de la Rousse. Aussi simple que ça. Cependant que Pékin est en train de réunir l'empire d'avant la colonisation. Ah bah là, c'est quelque chose qu'on est vraiment en train d'observer. On est vraiment dans un nouveau monde. Pékin soutient ce que fait la Russie en disant que sont responsables de la situation l'OTAN, les États-Unis. On voit ça également du côté de l'Inde. L'Inde a l'intention de mettre en place un système de transfert d'argent équivalent du SWIFT en roupies, exactement comme la Russie a fait avec le FPFS, comme la Chine a fait avec le CIPS. Donc, on va vraiment vers un nouveau monde, et le Brésil a décidé qu'il ne rejoindrait pas les sanctions contre la Russie. Donc, en fait, quand vous regardez la carte des sanctions, en fait, c'est l'Occident déclinant qui menace la Russie. Et a priori, même l'Arabie saoudite a refusé de se plier aux injonctions de Washington. Donc voilà, on est vraiment à un moment, un tournant fondamental. La Russie est loin d'être isolée, et elle a de quoi largement tenir. Et surtout, je vois la manière dont, après le choc, parce que tout le monde a été surpris par non pas par le fait que la Russie riposta, parce que en fait, ça faisait 3 semaines que l'armée ukrainienne bombardait massivement sur la ligne de front. Visiblement, elle testait les défenses de la République populaire de Donetsk et de Lugansk pour lancer son offensive. Alors, il y a des dates qui ont été données, puisqu'on a commencé à trouver des documents au fur et à mesure de la progression de l'armée russe. On a parlé justement de la date d'aujourd'hui. Pouchiline a dit qu'une offensive était prévue le 8 mars. Ça aurait pu être plus tard. Peu importe, ce qui est clair, c'est que Kiev avait bien l'intention de procéder à cette fameuse solution croate qui leur tenait tant à cœur. Et ça, donc on s'attendait à ce que les Russes l'en empêchent, c'est-à-dire que les Russes reconnaissent les républiques populaires, que l'armée russe s'avance comme elle s'est avancée en Abkhazie et en Ossétie sur la ligne de front. Mais si vous voulez, on aurait été de nouveau dans une situation gelée, et dès que la Russie, de toute manière, aurait mis un pied officiel dans les républiques autoproclamées, qu'elle prenne ou pas la totalité de ces républiques, le résultat aurait été le même, c'est-à-dire qu'il y aurait une avalanche de sanctions. Donc, et c'est pour ce qui explique l'offensive de Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'il s'est dit sanctionner pour sanctionner, autant liquider le problème ukro-nazi qui, comme je viens de l'expliquer, est fondamental. Il y a une chose que vous avez dit au début de ce développement sur les opérations en cours qui m'a paru très importante, parce que ça a éveillé des souvenirs très précis, c'est l'opération croate, c'est le modèle croate. Donc, je rappelle parce que je pense que beaucoup de gens l'ont oublié dans le monde occidental. Donc, on a assisté en Croatie à la liquidation de la Krajina serbe
en début août 95, en 4 jours, hein, du 4 au 8 août, on a donc liquidé cette poche de résistance serbe à l'intérieur de l'État autoproclamé de Croatie après l'éclatement de la Yougoslavie, par une opération militaire qui a consisté à littéralement nettoyer de tous ses habitants cette région qui est grande comme 2 ou 3 départements français. Donc, il y a 250 000 personnes qui ont été jetées sur les routes. On a fait une terre brûlée avec un encadrement militaire américain et avec une approbation complète des mêmes médias qui aujourd'hui accusent, enfin incriminent la Russie de son opération en Ukraine. Et ce qui frappe, c'est que de la même façon qu'en Ukraine aujourd'hui, on avait en Croatie, dans les années qui ont précédé cette opération, un développement complètement libre, complètement décomplexé de l'idéologie nazie. On avait des noms de rues qui étaient rebaptisés pour honorer des leaders de la Croatie nazie qui a existé entre 1941 et 1945. On avait les mêmes symboles qui sont apparus, les mêmes menaces de mort à l'égard des Serbes. Et curieusement, en Europe de l'Ouest, alors que ça se passe un petit peu plus près qu'en Ukraine, n'est-ce pas? En Europe de l'Ouest, où vous êtes puni de prison si vous faites du révisionnisme ou si vous exhibez des symboles nazis même en privé, tout d'un coup, il n'y a eu aucune réaction face à cette résurgence ouverte, publique du nazisme. Comment expliquez-vous ça? Alors, je pense que, encore une